Miss Bonsoir, merci pour ce magnifique film. Et je disais tout à l'heure au salon que c'est vraiment un film qui ravit. Moi, j'ai été extrêmement touchée, mais profondément. C'est un film qui laisse une impression profonde. Voilà, parce qu'il touche à beaucoup de thèmes et c'est très poétiquement construit. Donc, merci beaucoup. Voilà. Alors, ma première question, donc, c'est autour de la genèse du film, bien sûr. Donc, comment était venue donc l'idée première du film? Alors, en fait, au départ, je suis partie d'un fait divers qui est vraiment été en deux lignes dans même pas les journaux, c'était sur Internet et c'était vraiment une dépêche. Il n'y avait pas vraiment l'enlèvement. Le fait divers, c'était une jeune femme emprunte l'enfant de sa meilleure amie et fait croire à un homme que c'est le sien. C'était vraiment ça. Et ça m'a tout de suite interpellée. Je me suis dit qu'il y avait forcément au cœur de cette histoire une histoire d'amitié, une étrange et intéressante histoire d'amitié, et aussi peut-être une histoire d'amour. Enfin, en tout cas, voilà. Et la question du mensonge dans l'amour m'intéressait beaucoup. Donc voilà, donc au départ, je suis partie de ça. Et après, vraiment, j'ai vraiment tout inventé et voilà, j'ai tout imaginé. Ok. Et j'avais lu peut-être une fois dans une interview que tu disais que finalement on parlait beaucoup de l'arrivée d'un enfant dans un couple et finalement ce que ça a créé, mais pas tant de ce que ça pouvait créer dans une amitié de femmes finalement que l'une ait un enfant et l'autre pas. Donc ça Oui, tout à fait. ouais. Et en fait, c'était même quelque chose que je m'étais fait cette réflexion moi-même quand ma meilleure amie est devenue, que je connaissais depuis toute petite, est devenue mère assez jeune. Donc à un moment où moi, j'étais pas du tout intéressée par ces questions-là encore. Et ça m'avait marqué à quel point, en fait, tout d'un coup, un enfant dans une amitié aussi, ça chamboule une amitié, ça provoque plein de choses. Et je me disais, mais finalement, c'est vrai j'avais le sentiment qu'on parlait peu de l'arrivée d'un enfant dans une histoire d'amitié. Bah, et je trouvais que c'était un sujet hyper intéressant et encore plus, j'ai l'impression aujourd'hui, parce que en plus, on est quand même à une époque où la famille se réinvente beaucoup, les modèles familiaux énormément, où on a aujourd'hui même des amis qui décident d'élever des enfants ensemble, etc. Donc, je trouvais que c'était aussi un sujet assez moderne sur finalement comment on élève un enfant, enfin, voilà, potentiellement entre amis, etc. D'accord, ok. Alors donc le titre, Le Ravissement, donc inspiré du roman de Marguerite Duras, Le Ravissement de Landenstein. Alors quelle, quelle similarité tu vois entre finalement le roman et ton film? Alors, en fait, il y en a aucune dans le sens où c'est vraiment 2 heures, enfin, qui n'ont d'ailleurs, qui doivent absolument pas être, enfin, c'est voilà, il y a le roman de Duras qui est immense et c'est pas du tout, la volonté n'est pas du tout de comparer le film ou même de faire une filiation, avec le roman. Disons que c'est le mot qui m'a en fait, c'est un livre qui a été très important pour moi, heu, que j'ai lu et relu, et qui m'a beaucoup passionnée. Et en fait, ce mot de ravissement, m'avait beaucoup interpellée sur cette émotion, enfin, oui, ce double sens, mais aussi voilà, le fait d'être ravi. En fait, j'ai le sentiment que chez Duras, il y a la question d'être ravi à soi-même, en fait, dans cette grande scène de bal, heu, où elle voit, son fiancé, tomber, fou amoureux tout d'un coup d'une autre femme, devant ses yeux. Et en fait, je pense que j'ai beaucoup pensé quand même au roman sur cette question un personnage qui à un moment, est comme dans un oubli de soi. Et j'avais le sentiment que le mensonge de Lydia, convoquait quand même ça, c'est-à-dire ce moment, en fait, où tout d'un coup on n'est plus tout à fait soi-même et on est comme, on lance une parole comme ça qui va en fait, déterminer plein de choses mais voilà, c'est comme un moment de ravissement en fait, et après évidemment il y avait, la question du ravissement avec l'enfant, de ce qui se jouait dans son rapport à cet enfant, donc voilà, c'était toutes ces choses-là
qui m'ont intéressée et voilà, que j'ai un petit peu, enfin voilà, qui viennent de ce roman, mais de façon très, très éloignée et pas du tout, enfin, j'essayais pas du tout de coller à l'histoire ou quoi que ce soit, même si en fait, il y a quand même finalement des choses qui m'ont inspirée. Par exemple, le fait que ce soit que le récit soit fait par Milos. Et dans le roman, évidemment, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Non, je crois qu'il s'appelle, bon, je sais plus, mais qui raconte l'histoire et qui fait de cette femme un mystère aussi. Oui. Voilà. C'est-à-dire que c'est finalement 2 hommes qui les ont aimées toutes les 2 et finalement, elle ne peut être parlée que par l'autre. Oui, l'autre qui raconte Ouais, l'histoire. exactement. Et finalement, il y a quand même, peut-être, moi j'ai vu quelques similarités entre Lolwestein et Lydia. Et tu dis un peu au début du film, elle semblait toujours un peu à côté d'elle-même, Ouais. comme s'il y avait quelque chose de suspendu, un peu qui attendait un ancrage, d'accueillir Ouais. cette Ben, idée sans pour ce. L'une est plutôt quand même dans le ravissement, elle est suspendue par le regard et elle finit par s'évanouir, alors que là, Lydia, je ne sais pas ce que vous avez, elle met en acte un récit. Elle est très, très active. ouais. Elle est ravie à elle-même par l'idée du mensonge, mais elle est très active pour Oui, c'est vrai. s'inscrire dans la vie. Ouais. Hein? Oui, oui, tout à fait. Disons que, mais que je pense qu'il y a une sorte de, oui, oui, c'est très juste. Après, je pense qu'il y a quelque chose dans cet ascenseur au moment où elle fait pour la première fois ce mensonge qui au départ est un mensonge par omission, avant qu'elle ait confirmé son mensonge. J'ai l'impression il y a quelque chose où elle s'abandonne aussi au regard de cet homme. C'est-à-dire que c'est cet homme qui sur la base d'un quiproquo, croit qu'elle est la mère de cet enfant. Et tout d'un coup, il y a une sorte d'abandon à ce regard et à cette détermination. Et puis, en fait, petit à petit, elle va s'enfoncer de plus en plus, quoi. Effectivement. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est là presque dès la première scène, le premier moment où en fait ils prennent ce verre ensemble et elle dit je passe ma vie avec je suis sage-femme et il lui dit donc tu passes ta vie avec des bébés. Elle dit non, je suis plutôt avec les mamans. Et là il dit mais ça doit être bien de passer. Ouais. Ça. Et elle lui dit mais ça te plairait toi? Il répond tu poses beaucoup de questions. Ouais. Donc c'est comme si elle saisit quelque chose de Ouais. son désir à lui. Tout à fait. Ça vient, voilà. Exactement. Et qui revient dans l'ascenseur comme étant son désir à lui, encore une fois. Et ça, voilà, c'était assez important pour moi dans le film de ne pas effacer en fait la part que joue cet homme dans ce mensonge et dans toute cette histoire en fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu lui donner enfin, qu'à la fois on est tout le temps avec elle à l'image et qu'en même temps lui revient sur cette histoire et essaye de comprendre cette histoire parce qu'il interroge aussi sa place à lui dans cette histoire. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'a été que victime ou est-ce que quand même il y a une part de lui qui a participé à ce mensonge et qui, voilà. Et alors, qu'est-ce que tu en dirais de ça? Ah, moi, De victime ou il est co-créateur en fait? Pour moi, il est totalement co-créateur. Pour moi, moi, c'est ce que je trouve très intéressant dans le mensonge, c'est que je crois profondément que dans le mensonge, il y a celui qui ment et il y a celui ou celle qui croit. Et que un mensonge se fait d'une... Enfin, je pense quand même qu'il y a beaucoup de mensonges se font aussi à deux. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que... Et je trouve celui qui adhère. Voilà, il y a celui ou celle qui adhère et qui est très important, ou important dans l'histoire, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, il lui dit, mais c'est bizarre, tu me donnes toujours rendez-vous dans des endroits improbables, au musée, etc. Enfin, il sent qu'il y a quelque chose qui... Et pourtant, il se laisse emmener dans l'histoire. Oui, et je pense même que c'est lui qui détient le désir de paternité presque plus fortement que c'est elle, chez elle, je crois pas qu'au départ, il y a un désir de maternité très fort. Je pense qu'elle, elle a un désir d'être aimée et d'aimer. Et que après, évidemment, il y a une rencontre avec cet enfant qui découle de ce mensonge. Ouais. C'est-à-dire qu'elle cherche plus à être aimée que vraiment à être mère. Pour moi, oui. Ouais, l'enfant, c'est l'instrument.
Voilà, au départ, c'est l'instrument. Après, il y a, en fait, en s'occupant de cet enfant, autrement que comme sage-femme qui croise ses bébés, qui leur dit au revoir, assez vite, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe avec l'enfant et c'est là que les choses deviennent compliquées. Mais au départ, je pense pas que le point de départ soit son amour pour cet enfant. Enfin, son désir. Oui, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient quelques questions? Donc, alors moi, je voulais simplement vous féliciter parce que je trouve que c'est... Alors, Alix disait, on est ravis, mais on n'est pas ravis. Moi, j'étais pas ravi. Écrabouillé par votre film. Il est redoutablement efficace. Du fait de l'engrenage. Oui. De l'engrenage, parce que oui, ça commence dans l'ascenseur, mais ensuite c'est implacable. Oui. Il y a on est pris dans le piège. Oui, c'est ça. Et on sort. Moi, je suis pas ravi du tout, Alix. Ah, moi, je suis ravie. Non, mais Oui, j'y étais j'expliquerai très pourquoi. admiratif. Très admiratif. Merci beaucoup. Merci. À un moment, elle dit sa position de maïoticienne qui lui permet de dire ça. Elle dit je l'ai mise au monde. Ouais. Et aussi au moment de l'accouchement, elle lui dit quand elles se prennent les mains, elle dit on va le faire, on va le faire ensemble. Ouais. Donc l'enfant. Et il y a aussi une jolie scène au début que vous avez évoquée dans la soirée là qu'elle rejoint. Et en fait, c'est un premier mensonge qui est ludique, mais où symboliquement, elle lui vole cet enfant et elle lui redonne en lui Négatif, faisant croire que positif. le test est négatif, qui sert un peu de préambule à ce qui va suivre. Il y a déjà quelque chose d'un peu inquiétant du point de vue de son amie. Elle lui reproche presque, mais... Et puis ça finit en... Mais je voulais vous poser une question sur comment il y a une sorte de mise en abîme au moment où il y a ce rendez-vous devant la femme aux longs cheveux, et elle en explique le sens, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au film, et puis une idée beaucoup plus générale qui a trait à votre propre position de cinéaste et de femme. Moi, je trouve que le film lui donne entièrement raison à Lydia, c'est-à-dire tout la conduit à ce mensonge. Ce mensonge, c'est une mise en scène, c'est une fiction qu'elle bâtit pour elle et pour les autres. Et je voulais savoir si ça disait aussi quelque chose de votre propre position de cinéaste et de femme. Alors, moi, je suis pas là pour dire que ce que fait Lydia est bien du tout, mais par contre, ce qui m'intéressait, c'était d'épouser son point de vue, et qui dit épouser le point de vue de quelqu'un, dit d'une certaine manière, en tout cas, essayer d'explorer ses raisons et ce qui l'a conduit, en tout cas, à ce mensonge et à cet enfermement dans le mensonge. Donc, à partir du moment où je me suis dit, moi, je vais raconter le point de vue, non pas du point de vue de Salomé, l'amie, qui ça aurait été tout ce que possible, mais du point de vue de celle qui ment et de celle qui va relever l'enfant, je me suis dit, j'ai essayé de vraiment me mettre le plus proche possible d'elle, aussi proche que possible, tout en gardant la distance de la voix off. Et c'est aussi là que la voix off était très précieuse pour moi, c'est-à-dire que j'avais en même temps la possibilité de mettre un peu en abîme on va dire, mon dispositif, puisque j'essayais de me figurer ce qu'avait pu vivre cette femme à la manière de Milos, qui essayait de reconstituer après le procès, de se dire, bon, je vais essayer de replacer les événements dans leur contexte et de sortir de mon point de vue de victime et essayer de comprendre ce qui s'est passé pour elle, quoi. Donc, voilà. Donc après, évidemment, comme j'épouse son point de vue, le but n'était évidemment pas de la rendre monstrueuse, comme on aurait pu le faire si on était d'un autre point de vue, mais d'humaniser ce personnage que, évidemment, je pense profondément humain, d'autant qu'en plus, pour moi, à aucun instant, elle va faire du mal à l'enfant, ces choses-là. Enfin voilà, donc c'était aussi... c'est un fait divers et c'est un acte terrible, mais c'est aussi un acte d'amour, quoi. Un acte d'amour pour son ami, très déplacé et catastrophique, mais voilà, pour cet enfant, un acte vis-à-vis de cet homme aussi, enfin voilà. Je sais pas si ça répond à notre question. Si, merci. Mais c'est-à-dire la manière dont ils se rencontrent aussi tous les deux. Donc
part en voyage. Elle fait un espèce de voyage imaginaire dans un autobus. Et c'est un mouvement. Elle part d'un point à un autre et on pourrait dire, d'une certaine manière, il la transporte quelque part. Et elle s'endort. Ouais, et donc ça, j'ai trouvé que c'était assez joli ici. Finalement, elle rentre dans une autre dimension, comme dans un rêve. On pourrait penser que c'est un rêve éveillé ou la réalisation d'un désir, mais elle est dans autre chose. Et en ouvrant les yeux, c'est lui qui est là et elle en fait le père de son enfant. Déjà, c'est parce qu'il est là qu'il devient celui sur lequel elle va poser son désir. Ouais. Voilà. Oui, oui, et effectivement, il remplit quelque chose et il vient effectivement, c'est-à-dire, enfin, je crois effectivement dans cette histoire, c'est pas l'homme parce que c'est lui singulièrement, absolument, mais effectivement qui vient remplir quelque chose, une place qui est déjà un peu là, quoi. Voilà, effectivement. Merci pour ce film qui est magnifique. Merci. Moi, j'ai été à la fois stupéfait et captivé, puisque ça s'appelle Le Ravissement. Donc, j'étais de ce point de vue capturé émotionnellement par ce film-là, par votre film. Mais il y a presque une revendication légitime de la part de Lydia dans d'une part, l'appropriation et la revendication de ce rôle de mère. Et qu'en fait, elle lui donne l'existence biologique en l'accouchant, mais elle lui donne aussi l'existence civile en la nommant. Il y a deux actes dans cette manifeste de maintenant, et finalement, c'est à la fois, en effet, elle permet la naissance naturelle et elle permet la naissance juridique. Et c'est ce qui défilait l'existence d'un être, tout au moins dans le cadre juridique qu'on a à l'heure actuelle. Et moi, il y a une autre chose qui m'a... Donc, il faut savoir si c'est fait exprès. C'est qu'en effet, dans la relation qu'il y a entre la menteuse et le croyeur, je ne dis pas le croyant, parce que c'est un autre départ, hein, mais dans cette relation-là, quand au début, il défie son métier, il n'est pas chauffeur de bus, il est machiniste. Ouais. Donc, il est un engrenage, ou il est un acteur, ou il est un auteur, ou il est un subisseur, c'est qu'on appelle ainsi une machine. En fait, c'est quelqu'un qui dirige une machine et qui est parti d'un rouage et de la construction d'une machine, la construction même d'un itinéraire, parce que ça commence aussi par des voyages vers la journée qu'il fait chaque jour, qui est semblable de façon qui se répète, etc. Donc, est-ce que c'est conscient, cette nomination de « je ne suis pas chauffeur, je suis machiniste », puisqu'en définitive, il se trouve au cœur du code du machine. Mais non, c'est bien analysé, mais c'était pas conscient. Mais après, il y a beaucoup de choses inconscientes dans un film. Oui, par ici, à droite. J'aurais tendance à penser que le moment de bascule pour Lilia, c'est quand elle est dans la chambre avec son amie et qui s'effondre en crise de post-partum, justement, qui s'effondre. Je peux pas que supporter, enfin bon, elle sent que cet enfant la déstabilise complètement, elle est effondrée et elle lui offre, en fait, comprends-le, colivément, et c'est un cadeau, quoi, voilà. Et je pense que le moment de rupture, le point de bascule pour Comidia, c'est aussi à ce moment-là, quoi. Elle se dit, bon, elle n'en veut pas, enfin, c'est pas qu'elle en veut pas, mais elle est complètement effondrée par ça, je vais en libérer, quoi, quelque part. Oui, alors c'est pas qu'elle en veut pas, je pense. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que je pense qu'elle en veut, mais je pense que à ce moment-là, c'est douloureux et c'est pas simple, tout simplement. Mais effectivement, il y a à ce moment-là, effectivement, elle laisse une place parce qu'elle a besoin de l'aide de son amie, tout simplement. Et son amie en tire profit aussi. Donc c'est encore une fois, c'est quelque chose qui se fait à deux, quoi. Mais c'est quand même Lydia qui abuse de la faiblesse de son amie aussi à ce moment-là, quoi. Ouais. Moi, j'aurais pu dire ça comme ça, tu sais. Non, je pense que vraiment la place est laissée vacante. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je l'ai. Et qu'elles sont vraiment très, très amies. Et l'une peut remplacer l'autre d'une certaine manière. Voilà, elle peut lui dire prends-le pendant quelques jours. Enfin, il y a quelque chose de... Oui, mais c'est pas la même chose de dire aide-moi, occupe-toi de mon enfant et de laisser la place vacante. C'est-à-dire que pour moi, et c'est là que je trouve que c'est complexe et que justement c'est pas
le but n'est pas de faire Abby Lydia une innocente et plutôt d'humaniser quelqu'un qui a aussi ses torts, grandement ses torts. C'est pour moi une crise de postpartum, ça ne veut pas dire j'ai moins pas l'enfance ou cet enfant ou je ne suis pas capable d'être mère. Voilà, c'est dire, c'est une sorte d'appel à l'aide à ce moment-là de aidez-moi, ce qui est quand même très différent. Alors moi j'avais une question par rapport au choix de la profession. Parce que finalement, ils sont tous les deux dans des métiers un peu... ils ne sont pas sous les projecteurs. Un peu des métiers au service. Oui, des métiers de service. Voilà, où ils disparaissent un peu derrière une fonction. Il dit, je vois les mêmes gens tous les jours, mais je ne les connais pas vraiment. Et alors, est-ce que c'était un choix qui sert le scénario quelque part ? Qui sert le scénario, je sais pas, mais qui moi me faisait envie cinématographiquement. J'avais envie de filmer ces métiers-là. C'est effectivement deux êtres qui sont aussi réunis par le fait que c'est deux personnes dont la fonction principale, le métier et de nombreuses heures de jour et de nuit sont destinées à servir les autres, à aider les autres. Et en même temps qu'ils se sentent un peu effectivement invisibles et invisibilisés, et donc ça les réunit d'une certaine manière. Et je crois que dans ce film, j'avais envie finalement de parler aussi de trois personnes qui se sentent à un endroit un peu invisible, que ce soit Lydia comme sage-femme, que ce soit Milos comme conducteur de bus, et Salomé comme mère qui vient d'accoucher et qui se sent aussi un peu invisible à ce moment-là, quoi. Et donc c'est quand même trois solitudes. C'est un ballet entre trois solitudes, quoi. Voilà. Alors, moi j'ai une simple question. Bien sûr, Veloz lui en veut à la fin quand il apprend qu'elle a fait ça et tout. Il est choqué, il témoigne contre elle et tout. Mais après, c'est un peu surprenant de les voir marcher côte à côte. Est-ce que vous avez voulu une fin heureuse d'un seul coup ou pas? Je sais pas, mais c'était un peu surprenant de les voir tous les deux comme ça. Non, en fait, déjà, il s'est passé du temps entre le temps du procès et le moment où elle sort de prison. Et bon, alors c'est à cet endroit-là que j'ai vraiment assumé la fiction. Effectivement, on peut imaginer que dans la vie, beaucoup d'hommes ne seraient pas à la sortie de la porte de prison, à la sortie de la prison. Et là, c'est surprenant. Quand même. Mais oui. Mais pour moi, c'est aussi à ça que sert la voix off. C'est-à-dire, la voix off, c'est donc cet homme entre le procès et le moment où elle va sortir de prison, se re-raconte toute l'histoire, donc fait tout ce travail d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce que pour moi, il sort du procès, il est frustré, il n'a pas eu les réponses dont il avait besoin lui, et donc il ressasse pendant tout son temps en prison. Et en fait, pour moi, ce récit, c'est aussi une manière de comprendre petit à petit aussi, non seulement ce qu'elle a pu vivre, mais aussi le rôle que lui a joué dans cette histoire. Et donc, pour moi, il est à la sortie de la prison parce qu'en fait, il a aussi pris conscience un petit peu du rôle que lui a joué là-dedans. Et que, mine de rien, malgré le mensonge, il y avait une rencontre qui avait eu lieu, et quelque chose qui était né avec cette femme autrement, différemment, et en dehors du bébé, finalement. Et j'avais envie de croire à ça, même si je sais que c'est osé en termes de fiction. Et aussi parce que j'avais pas envie... En fait, il y a la justice qui fait son travail, qui punit, qui dit, voilà, c'est pas bien, etc. Et c'est totalement normal. Et après... il y a le cinéma, et moi, en tant que cinéaste, j'avais pas envie de doublement punir mon personnage. C'est-à-dire, j'avais envie de lui offrir quelque chose, un élan. Et en même temps, on sait pas, je veux dire, peut-être qu'ils vont prendre un café au pont de la rue et se dire au revoir. Peut-être qu'ils vont vivre une histoire qu'on n'en sait rien. Mais il est là. Et ça, je trouvais ça important d'apporter ce regard masculin-là, et pas juste de la victime du mensonge qui s'en va, et puis voilà. Moi, je pense que c'est tout l'intérêt du film. C'est-à-dire qu'elle... en fait, on a du mal à savoir si elle... On pourrait presque imaginer qu'elle a fantasmé tout ça, ou qu'elle a rêvé, qu'elle lui disait tout ça. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de l'inscription inconsciente d'un désir dans le réel. Donc, évidemment, c'est un mensonge.
Mais ça tient presque du mensonge enfantin. Tiens, si on jouait à être un père et une mère, etc. Et au milieu du jeu, effectivement, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Donc, je trouvais que c'est vraiment le fait qu'ils soient là à la fin, ça justifie euh, l'idée que finalement, oui, il peut y avoir du mensonge dans la vie. Je t'aimerai toute ma vie, je resterai avec toi pour toujours, je n'en aimerai jamais un. Une personne y croit, mais tout le monde fait semblant d'y croire, ça permet de se marier. C'est presque bien ça. Si. Il y avait ici, Alexis, quand il ne la laisse pas tomber alors qu'il se connaissent à peine, elle s'endort dans le bus parce qu'en fait, elle n'arrive plus à rentrer chez elle parce qu'elle s'est séparée de son copain. Donc, elle a un métier merveilleux, elle est dans l'humanité extrême et elle n'arrive pas à rentrer quand elle se sépare de son copain et elle erre dans les bus. Et cet homme, qui n'a pas les mots, on voit qu'il n'a pas les mots, il la laisse pas tomber parce qu'elle est dans un quartier où ça craint. Et finalement, elle finit par rentrer chez lui et qu'il y ait une petite histoire qui commence. Et comme il n'a pas les mots, il n'a pas envie de s'engager plus, ça le perturbe et il se sépare à nouveau. Là, le retour à la prison, c'est peut-être pour lui dire, est-ce qu'on peut, non pas peut-être construire une histoire, mais trouver un peu les mots qu'ils ne l'ont pas. Parce qu'elle est dans son métier passionnant et on se rend compte en fait que, comme disait quelqu'un de célèbre, on ne naît pas femme, on le devient, on ne naît pas mère non plus, on le devient ou pas. Parce que c'est pas évident d'être mère Pampelaco. Aujourd'hui, c'est la mode de parler du burn-out parental et que les femmes disent on t'a bien, même si elles viennent d'être bâchées, même si elles doivent être relais du blues. Bon, c'est un sujet. Pour le ravissement, moi je vois l'enfant qui va arriver à dérider tous les non-dits et bouger dans le cœur de cet homme qui est fermé. Et dire à un enfant, ça peut être beau, il commence à trouver les mots, et même les gestes qu'il n'a pas d'actu, de caresser l'enfant et d'avoir envie de présenter à sa famille. Lui, il est ravi. Il est ravi de bouger sur le plan humanité, alors qu'il est enfermé aussi pour son pote. Bon, bah, merci pour le film. Merci à vous. Merci. Moi, j'avais une question, enfin, c'est plus une remarque, l'écho d'une question. C'est que Lydia dit que ça lui est. C'est toute sa famille, parce que c'est la haute famille. Et finalement, est-ce que l'arrivée du bébé et le fait qu'il soit là et que finalement elle fasse ce mensonge, ça serait pas une manière de garder sa famille pour pas qu'elle soit délaissée du bébé finalement? En tout cas, je pense qu'effectivement, il y a la question il y a la peur de perdre son ami et qui a fait effectivement pour Lilia une place très importante parce que, comme vous le dites, c'est vraiment sa famille aussi, cette amie, et cette question de finalement l'impossibilité à ces endroits d'avoir cet enfant avec cette amie, puisqu'il y a quand même le père dans l'histoire. Et donc voilà, donc, oui, je pense qu'il y a vraiment la question de la crainte de perdre son ami qui est en jeu, oui. Merci beaucoup pour ce film qui est vraiment fabuleux. Je voulais merci demander comment est-ce que vous êtes passé du coup du fait divers de 2 lignes à un scénario très abouti et justement au travail historique sur les personnages. J'ai écrit assez instinctivement, mais j'ai pas écrit tout de suite comme un scénario, et c'est de là que vient la voix off. J'ai d'abord écrit vraiment assez librement sur aussi bien les scènes qui me venaient, c'est-à-dire ce qui se passait, que des pensées sur les personnages, etc. Et j'ai fait d'abord un grand texte un peu informe pour vraiment un peu vider mon sac sur cette histoire. Et ensuite, à partir de cette première matière, j'ai essayé de sculpter, de travailler pour ensuite en faire un scénario. Mais disons que cette méthode me permettait d'essayer de m'autoriser à mettre des pensées des personnages et à partir d'eux aussi. Et pas juste quand j'ai le sentiment, en tout cas pour moi, quand je pars trop vite sur le scénario en tant que tel, finalement j'ai tendance, je trouve que ça fige un peu les choses et que ça part pas du cœur du personnage et je trouve que parfois le scénario qui interdit de dire les pensées des personnages, je trouve ça dommage parce qu'en fait le cinéma est tellement impuissant qu'il y a tellement de choses qui passent dans le jeu d'une actrice, dans l'image, dans un plan, etc. et qu'un scénario ne rend pas. Que parfois savoir, en tout cas, soit ce qui traverse son personnage, etc., je pense que c'est très précieux parce que je pense qu'on va pouvoir
le transmettre d'une autre manière par le médium du cinéma ensuite. Voilà. Merci. Merci. Oui, on a une question. Chez mon amie Emma, qui est chef déco. À quoi associez-vous le rouge et quelle est la signification pour vous de cette couleur qui revient très souvent sur l'affiche et sur sa tenue, sur son manteau rouge et la lumière? Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de signe. Je me suis pas dit, tiens, le rouge égale quelque chose. C'était très instinctif. En fait, je pense que le rouge est beaucoup parti du choix de sa veste, qui lui a été vraiment purement instinctif. En fait, j'avais pas envie de faire un personnage. J'avais pas envie d'avoir le cliché du personnage qui se sent invisible et qui porte du gris et qui voilà, comme on peut voir parfois. Dans certains films, j'avais au contraire envie d'assumer que c'est un personnage qui a envie d'être vu, qui a une forme voilà, de liberté et de fantaisie dans sa manière de s'habiller, qui me semblait plus juste en fait. Et en fait, au départ, c'était vraiment parti, on a fait des essayages avec Afsia, et puis moi j'ai flashé sur cette veste, ça m'a semblé être la veste du personnage, quoi. Et donc après, forcément, en fait, comme c'est un élément très fort, et je pense que dans mes références de peinture, de photographie, etc., il y avait beaucoup cette couleur aussi. Et ben forcément, après, ça vient en fait contaminer un peu tout le film jusqu'à l'affiche du film. Voilà. Mais j'aime bien. Je trouve que parfois dans le cinéma français, on n'assume pas assez des costumes, des décors. On a une petite tendance parfois à penser que réaliste égale naturaliste et égale avec des choses très, très discrètes, très naturelles. Et en fait, moi, je crois pas trop à ça. Et je crois qu'au cinéma, parfois, c'est bien qu'un costume se voit parce que ça définit quelque chose. Et voilà. Et le rouge, c'est le sens. Oui, mais par exemple, ça, j'y ai pas du tout pensé. C'est le TC aussi, voilà. Là, des choses, c'est pas des choses que j'ai conscientisées comme ça. C'était plus flou et plus instinctif, on va dire. Puis c'est vrai que c'était très utile. Comme nous, on a beaucoup filmé en décor naturel et donc dans des scènes de rue où en fait c'est de la figuration réelle, c'est-à-dire on mettait Afsia au milieu de la rue, on se mettait suffisamment loin et on la filmait. Effectivement, ça permet de la détacher, effectivement, de la repérer tout de suite. Et oui, tout à fait. Juste une dernière question, je rebondis sur votre dernière question sur la mise en scène en pleine rue et tout ça. C'était une volonté initiale de tourner dans ces conditions, on dit un peu caméra à l'épaule, et de pas lui donner ce côté esthétisant ou c'est un thriller finalement. Donc, vous auriez pu aussi traiter de manière plus oui, ou plutôt grossière, mais dans le sens positif du terme, mais vous voyez, plus dessiné. Alors que là, il est assez brut dans l'image. Ouais. J'ai trouvé, du coup, ça m'intéresserait de savoir si c'était un choix initial. Alors, c'est oui et non. C'est-à-dire, oui, dans le sens où j'avais envie que malgré le côté thriller, on soit vraiment... Enfin, j'avais envie de filmer, par exemple, j'avais très envie de filmer la ville. Moi, j'ai grandi à Paris et j'avais envie de filmer cette ville telle que je la vois tous les jours. Et il y a cette matière un peu brute, un peu documentaire, elle me plaisait. Et en plus, c'était aussi influencé par le fait comme on savait on avait tourné les parties documentaires en maternité avant le tournage de fiction. Il y avait aussi cette empreinte-là et il fallait que ça puisse marcher avec le reste du film. Après, il y avait aussi évidemment une dimension économique, c'est qu'évidemment, c'est pas du tout le même prix de faire la même scène avec 100 figurants et juste de prendre l'actrice et de la mettre dans la rue. Donc il y avait ça, mais il y avait aussi une envie de filmer mon époque, de filmer... Ça marche très bien. Bah tant mieux. Merci. Voilà, donc c'était les deux. C'était une forme de contrainte, mais de la contrainte est aussi né le désir. Voilà. Bon, alors, moi je trouve que Thriller n'est pas du tout adapté au film. Voilà, c'est beaucoup mieux que ça. Voilà, c'est-à-dire c'est un drame antique terrible, effrayant, universel, et heureusement qu'il y a la voix off à la place du chœur antique. Voilà. C'est véritablement
un drame antique, un mythe universel. Voilà, je le prends comme ça. Oui, oui, c'est C'est absolument effrayant, avec une machinerie terrible qui fait qu'on rentre dans sa chaise, dans son fauteuil, on a peur de ce qui va arriver et on sait que ça va arriver. C'est un point de vue masculin. Voilà, alors heureusement que la fin est un peu rassurante. Voilà. Et autre chose, s'il faut 2 personnes pour le mensonge, eh bien Esmé, elle fait partie de ceux qui encouragent le mensonge, en ne se manifestant pas, en ne disant pas non, ce n'est pas ma maître. Non, mais c'est vrai que la question de l'enfant, elle est très importante, effectivement, et c'est bien souligné que l'enfant aussi Esmé semble aussi un peu adhérer à ce mensonge, c'est vrai. J'ai juste une petite question par rapport à la question de l'amitié. Parce que moi, j'ai trouvé que Lydia, elle donnait beaucoup. Elle était très présente pour son amie. Et son amie était jamais là pour elle, en fait. Elle lui a même pas demandé où en étaient ses amours et comment elle allait. Et du coup, j'ai trouvé que c'était très déséquilibré. Ouais. Et voilà, donc je voulais... je trouvais que la question de l'amitié se posait justement parce que elle était à sens unique. Oui, en tout cas dans ce moment-là, c'est-à-dire que effectivement dans ce moment où Salomé vit sa première grossesse, son premier accouchement, etc., elle est très centrée effectivement sur elle-même, sur ce qui lui arrive, sur sa maternité, son corps, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait. Ça fait partie pour moi du déséquilibre à cet endroit de l'amitié, parce que c'est quelque chose que j'ai pu voir chez certaines amies chez certains couples d'amis à ce moment-là que effectivement une première grossesse parfois ça envahit quoi, ça obnubile, ça rentrait, je sais pas comment le dire parce que ça rentrait narcissique mais pas dans un sens péjoratif, c'est juste que ça centre énormément sur soi, sur le bébé, etc. Et à ce moment-là effectivement on peut un peu délaisser son ami qui en fait ne va voir que son ami a besoin de, donc oui c'était effectivement Donc en fait, elle prend ce qu'on lui donne pas. Oui, en même temps. C'est pour des douaniers personnels. Elle est étonnée que son ami ne lui ait pas parlé de... Bien sûr, oui. Comme quoi, avant, elle se parlait. Oui, Partager, c'est ça. c'était Oui, tout à fait. Avant. Bah, en tout cas, je pense qu'avant, c'est plus symétrique et qu'à cet endroit-là, il y a quand même justement un déséquilibre qui se fait dans ce moment-là de leur amitié. Oui. Donc, si de temps en temps, effectivement, c'est filmé un peu de manière hyper réaliste, à la manière d'un documentaire et tout, je pense qu'il y a quelque chose qui est en tout cas extrêmement travaillé, c'est la direction d'acteur. Alors, je me demandais quel genre de directrice d'acteur tu es. Est-ce que tu es extrêmement exigeante, je me regarde, beaucoup de scènes, au contraire, tu les laisses assez libres? Beaucoup de prises. Beaucoup de prises. Oui, on a fait beaucoup de prises. Oui, Afsia pourrait en parler encore mieux que moi. Enfin, c'est toujours difficile de parler de soi. Mais oui, totalement. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on a fait, c'est que donc le scénario était très écrit, les dialogues, etc. Mais en fait, ce que je faisais, déjà avec les acteurs, ce que je leur disais, parce que parfois les acteurs disent mais laisse-moi faire mon truc, etc. Donc je leur disais tu as toujours la première et la dernière prise qui sont pour toi, où je te dirais et entre tu m'écoutes, c'est un petit non parce qu'il y a souvent un deal. Non mais parce que sur le plateau il peut y avoir un peu ce rapport. Moi, Afsia, quand je lui faisais refaire, elle me disait, mais je l'ai déjà fait, tu me regardes pas. Je disais, mais tu sais, j'ai fait que ça, d'être regardée. Mais c'était effectivement un travail comme il fallait faire passer quand même des choses assez complexes et beaucoup par le non-dit, puisqu'elle est dans un mensonge, donc elle ne dit pas au fond ce qu'elle ressent vraiment, c'était vraiment une espèce de travail de petit, comment dire, je sais pas, Très subtil. Oui, d'essayer vraiment d'avoir toutes les nuances et donc moi ce qui m'intéressait beaucoup c'était de l'emmener de voir tiens si tu le fais comme ça et puis de l'emmener complètement ailleurs mais toujours à partir du même texte d'aller chercher vraiment toutes les nuances possibles donc on a vraiment beaucoup travaillé comme ça
Et ensuite, voilà, on compose au montage avec toutes ces variations pour essayer d'atteindre une forme de justesse et de quelque chose qui sonne vrai malgré ce mensonge abracadabrant, quoi. Donc il faut qu'on y croie, quoi. Donc c'est pas là. Et c'est un couple remarquable, les deux. Oui, c'est ce que vous avez. Enfin, ils marchent magnifiquement ensemble. On dirait. Ouais. Ouais, non, une belle rencontre, en tout cas, ils ont bien travaillé ensemble. Mais oui, on a beaucoup travaillé, en tout cas, sur la direction d'acteurs, sur les nuances, etc. Et puis parfois, on a improvisé, Ouais. mais toujours pour revenir au texte. Et ça, c'était très intéressant aussi, parce que ça leur permettait parfois de trouver par eux-mêmes des choses, et ensuite de mieux s'approprier le texte. Ouais. Parce que j'ai lu, je crois, dans une interview, tu disais que finalement, peut-être Afsiak était un peu déjà dans la retenue naturellement, mais quand même beaucoup de travail pour que les émotions puissent se lire, etc. Oui, tout à fait. Et en même temps, elle avait fait jusqu'à présent des rôles où elle exprimait beaucoup. Bon, elle vient du cinéma de Keshish, et c'est un cinéma qui est magnifique, mais qui est extrêmement bavard, où les personnages s'expriment beaucoup. Et là, il fallait lui dire, il faut que tu réussisses à exprimer tout ça, mais par le silence et par le non-dit, par le mensonge. Et donc, fallait chercher cette espèce de contradiction en permanence. Voilà. Et alors, pour finir, j'avais pensé de cette idée de la relation de couple. Finalement, aujourd'hui, on ne pense pas tellement que pendant des générations et des générations, les choses se sont passées comme dans le film, c'est-à-dire que les gens se rencontraient et puis un jour, la femme déclarait « Je suis enceinte, je suis la seule à savoir de qui est cet enfant et c'est le tien ». Et la scène est absolument géniale quand elle lui annonce « C'est ta fille ». Il dit c'est un peu trop pour moi. Il recule et c'est très intéressant aussi que je ne sais pas si ça c'est une pensée consciente, c'est-à-dire que c'est au moment où son père meurt qu'il va accéder à la paternité d'une certaine manière. Ça, tu avais pensé à le faire jouer comme ça? Oui, en tout cas, son père est malade et il est malade et qu'il y a effectivement cette question de fixer la paternité. Et on sent d'ailleurs dans la scène de famille chez lui qu'il y a un désir aussi qui l'entoure, quoi, de cette paternité, de cette famille, par lesquelles elle se sent complètement étouffée, du coup, parce elle sait que... Un peu trop de mensonges là pour sauter. Dans ce papier, il y a beaucoup de victimes des mensonges, justement. Avec le regard papa, le bébé, etc. Et tout, ouais. Et oui, et donc lui, il adhère quand même partiellement. Je pense il finit quand même par dire on a un peu tout fait à l'envers, mais voilà, je suis content d'avoir vécu l'aventure. Bon. Donc il y a quelque chose qui est sympathique, je trouve. C'est de ces deux-là que vient le ravissement. Et je trouve ça intéressant que les hommes soient effrayés. Et peut-être il faudrait voir si les femmes sont ravies. Moi, je trouve ça génial. Bon, est-ce qu'il y a d'autres... Allez-y, ce film. Oui, j'ai dédié ce film à mon père. Ouais. Oh oui, c'est bon. Oui, voilà. Je vous laisse en tirer toutes les conclusions. J'ai remarqué bien que les hommes parlent davantage que les femmes ce soir. Oui. Oui, en tout cas, les hommes parlent beaucoup, c'est formidable. Ils sont responsables. C'est peut-être plus facile pour les hommes. Donc, hein. C'est à eux qu'il faut demander. Mais j'avais juste une question pour rebondir sur la direction d'acteur. En fait, je me posais depuis le début du film, au début du film, vous dit, je cherche alors qu'on n'a pas encore, nous, vu le film, je cherche dans le puzzle ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et du coup, inconsciemment, pendant tout le film, j'essayais de voir comment elle interagissait et ce qui pouvait être vrai pour elle et ce qui ne l'était pas. La scène où elle pleure en disant qu'elle a cru que le bébé allait mourir, on ressent que c'est vrai. Ouais. Et je voulais savoir si du coup, dans la direction des acteurs, c'était recherché ou sinon c'est extrêmement bien joué, de savoir si... où il y a des moments où on sent que ça vient d'elle et il y a des moments où c'est vrai qu'on sent qu'elle est à côté d'elle et du coup qu'elle ment. Ouais. Il y a des moments où on n'arrive pas trop à savoir. Et je voulais savoir si c'était dans la direction d'acteur, si c'était travailler avec elle du coup continuellement, ou en tout cas c'est très bien fait et ça marche bien. Tant mieux, merci. Je le dirai aussi à Afsia, parce qu'elle a beaucoup travaillé aussi. Et
Oui, c'était justement ça que je dis. Enfin, quand je dis, on cherchait tout le temps la nuance, le vrai, le faux, le non-dit, etc. Ça y est partie de ce travail. Et c'était exprès, du coup, de mettre la phrase un peu sur le puzzle qu'il essaie de reconstruire au début pour que après, quand nous on regarde, on cherche ça, ou c'était juste dans l'écriture? C'était pour installer un peu le dispositif du récit, qui est une sorte de puzzle fragmenté où on essaye de reconstituer comme un portrait, en fait, de cette femme à travers les différents moments qui ont mené jusqu'à la fin de ce mensonge, quoi. Donc c'était une manière aussi, moi, de mettre un peu en abîme ma propre démarche dans ce film, quoi, qui était un peu comme mener une enquête sur ce personnage. Bah, super, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et dans le film, ils se portent partie civile, les deux. Ouais, tout à fait. Ça, c'était un choix? Oui, complètement. Parce que je pense qu'au moment où a lieu le procès, je pense qu'ils en ont besoin. C'est-à-dire, j'en avais d'autant plus besoin pour croire au fait qu'il pouvait ensuite venir à la sortie de la prison. Je pense que si il n'y avait pas eu tout ce travail de la justice et tout, ça aurait été plus compliqué pour lui de venir. En tout cas, je sais pas si c'est pardonné, mais en tout cas de venir, d'être là, quoi. Or là, voilà, il y a quelque chose qui est pris en charge quand même par la justice et donc qui peut-être l'associe une autre place pour lui, quoi. Tu nous laisses avec l'énigme de est-ce qu'il se retrouve? Ah bah totalement, même moi j'ai eu ses parents. Ah oui, une petite question, parce que ça m'a intéressé de voir comment les hommes, finalement, quand on leur apprend qu'ils vont être pères, mais vous savez, il y en a dans la salle, le recul que vous décrivez, et c'est un recul qui est souvent, probablement, surtout quand les gens ne sont pas vraiment dans un couple fort, et finalement son regret finalement d'avoir vu que c'était une fille qui était intéressante et finalement d'apprendre à la connaître lui donne peut-être envie justement de dire après tout ce bébé n'était pas bien et ils peuvent peut-être en faire un jour. Peut-être. Donc c'est cette question qui est intéressante, mais c'est le recul de l'homme devant le père, peut-être père, ça paraît intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des hommes ici? C'est classe. Ça donne toute sa force à l'expression « faire un enfant dans le dos ». Voilà. Et la direction d'acteurs des bébés et des enfants, ils en les font bien. Oui, mais elle fait pas un enfant dans le dos, parce qu'elle ne fait pas l'enfant. Oui. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est vraiment la parole performative. Ouais. C'est-à-dire qu'elle le fait part dans sa parole. Oui, tout à fait. Et elle le choisit, elle le désigne, et il devient vraiment le compagnon et le père. Et ça, Oui, c'est bon. Pardon, vous disiez, Vous avez combien et la direction d'acteurs des bébés et des enfants? Ouais. Combien? Ah bah il y en a eu beaucoup, il y en avait... C'est quoi? C'est un exploit, ça. Ah ouais, il y en avait 6. 6 qui tournaient, parce qu'en plus, les bébés, ils ont le droit de tourner... Non, pas du tout. Je veux dire, le bébé, sur le plateau, il a le droit à 1 heure de présence par jour. 1 heure, tout compris. Donc, en fait, ça fait une demi-heure de tournage, parce qu'il faut le temps de le changer, de le déshabiller, de le rhabiller, etc. Et donc ça fait une demi-heure grand max, voire un quart d'heure, parce qu'en plus, il faut qu'il soit de bonne humeur, enfin, il faut qu'il soit dans le bon état. Voilà, donc, mais en même temps, c'est génial pour des acteurs parce que ils peuvent pas tricher avec un bébé, quoi. Donc, quand le bébé pleure, et donc c'était aussi un extrêmement bon partenaire de jeu pour. Ils sont bien payés. Je crois que ça va, en tout cas. Hein. Franchement, je crois que le cinéma. Oui, de toute façon, les acteurs sont pas mal payés quand même. Mais même les bébés, oui, les bébés. Après, c'est leurs parents qui. J'espère que leurs parents leur redonneront l'argent à leurs 18 ans, mais voilà. Bonsoir. Bonsoir. Il me semble, d'après mes recherches Google, que c'est votre premier long métrage. Tout à fait. Et j'imagine que vous avez tourné en 2022. Oui, le film est sorti en 2023 et on l'a tourné fin 2022. Donc, depuis, ça fait 4 ans. Et quel est votre Ça fait rapport? 3 ans. Oui, 3 ans. Parce que après le tournage, on a fini le film en 2023. C'est-à-dire le montage, la post-prod, etc. Le film a été terminé juste avant l'été 2023 et il est sorti en octobre. Et quel est votre rapport au film aujourd'hui?
J'imagine que vous avez appris de l'expérience et qu'est-ce que ça vous donne comme envie peut-être pour après dans votre art? Là, je suis en train de terminer l'écriture d'un nouveau long métrage et le regard que je porte sur le film, c'est très difficile à dire. C'est comme quand on fait quelque chose. Enfin, je trouve que c'est en tout cas sur ce film-là, peut-être parce qu'en fait, je l'ai terminé très tard. Et en fait, je l'ai terminé on devait le livrer au Festival de Cannes à la Semaine de la Critique et du coup, je l'ai terminé un jour avant qu'il soit montré parce on avait tourné très tard, donc tout a été fait très vite. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas eu ce temps peut-être de vraiment regarder mon film et me faire moi des réflexions dessus parce que il a tout de suite été dans le regard des spectateurs, ce qui était en fait génial parce que du coup, j'ai pas eu le temps de moi me prendre la tête sur tout ce que j'aurais dû faire différemment, etc. Donc, en fait, j'ai appris énormément en le faisant, mais c'est dur pour moi de dire quel est mon regard sur le film aujourd'hui. Je saurais pas vous dire, en fait, pour être très sincère. Voilà. Vous avez quel âge? J'ai 37 ans. Ah bah merci. Tu es un bébé, pardon. J'ai 2 bébés, oui. Voilà, c'est la question. Le premier, je l'avais eu avant. Je l'avais eu juste avant. Ouais. Bon, ben, merci beaucoup. Merci.